Parce que pas tout le monde. C'est maintenant tout ce que vous direz est utilité. Et pour être tenu contre vous. Merci à tous d'être venus. Le but aujourd'hui, c'est qu'on partage des choses qu'on a bien aimées pour Dem, expérience humaine, apprentissage technique, etc. J'ai des gens qui sont hyper stressés, donc pas de stress, on entre les jours au hasard. Moi, je veux bien commencer, mais si quelqu'un veut commencer. Bah écoute, si j'étais chaud, on se place, let's go. Non, j'y vais. J'aurais pas mes notes du coup. Ça aussi. Qui c'est qui veut faire VG? À cadre. Souris. Donc moi aujourd'hui j'ai juste décidé de vous présenter un talk. Du coup je voulais vous remercier parce que je pense qu'on a tous passé un bon week-end. Merci les PFL, tout ça, tout ça. Donc voilà ma sélection de présentations que j'ai vues à FASDEM. Donc il y en a une qui est un peu, on va dire, alternative, la première. Une deuxième qui concerne plus les PFL et une troisième qui concerne plus notre workflow de tous les jours. Donc pour cette présentation-là, Detecting Propaganda on Facebook and Instagram Ads. En fait, ce qui s'est passé, c'est que un petit sondage. Qui connaît Cambridge Analytica? Okay. Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une compagnie. Imaginez qu'on puisse prendre toutes les données sur Facebook. Vous avez rentré, j'aime les groupes, j'aime pas, etc. Et puis faire remplir genre un test de personnalité à votre place juste avec les données que vous avez mises sur Facebook. Donc, c'est ce qu'a fait cette boîte-là. En disant, on utilise toutes les données, on analyse tous les trucs et puis on vous fait des profils. Du coup, c'était utilisé et pour le Brexit et pour la campagne électorale de Trump, où typiquement pour le Brexit, ils ont envoyé, genre pour 100 000 personnes, ils avaient 75 000 versions différentes de lettres de propagande pro-Brexit. Donc, en fonction de ce que les gens avaient liké sur Facebook, genre, j'ai un voisin X, j'ai une grosse voiture, je vais en vacances, tel et tel et tel. Ils avaient personnalisé toutes les lettres de manière hallucinante pour essayer de choper des votes, quoi. Le gars qui a fait ça, qui a fondé cette boîte, il est un peu en mode bombe nucléaire en disant j'ai créé un monstre, il ne faut pas l'utiliser, j'essaie d'arrêter, mais c'était trop tard. Yep. Donc, si vous lisez, je vous donnerai le lien après. Comme mais... si ce n'était pas prévisible. Juste pour... Qui sait que c'est le PsyOps? Parce que les blessures, elles peuvent guérir. Les blessures physiques guérissent. Bref, c'est la guerre psychologique. C'est cool, cette conf. Donc, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je prends les articles sur les trucs de propagande, les pubs, etc. J'essaie d'écrire un modèle pour savoir comment les identifier. Et depuis quelques temps, Facebook, justement à cause de Cambridge Analytica, ils ont l'obligation d'identifier les pubs dans 10 catégories. Et du coup, ils ont une API où on peut retrouver toutes ces pubs. Donc, il a analysé toutes les pubs qu'il y avait sur Facebook et puis il a entraîné les modèles, machine learning, intelligence artificielle, tout ça, pour savoir si les pubs de propagande politique, les fake pubs, donc les ads à but de propagande, étaient bien catégorisés. Et puis, la réponse, c'est non. Mais du coup, il a pu le mesurer. Et puis, il y a un truc en France qui s'appelle Viginum, donc vigilance numérique, qui essaye en fait de reporter les fake ads, les fake news et tout ça. Et puis, le gars qui présentait, il bosse là-bas.
Donc voilà, il explique comment il a fait, etc. Donc il n'y a pas de surprise sur ce qu'il dit à la fin. Mais c'est intéressant de son approche de comment il a pu développer des fausses pubs. Et puis la vraie question, c'est qui c'est qui paye c'est des pubs, donc elles sont payées. Et puis c'est des personnes du Kremlin, apparemment. Du coup, c'est assez marrant. Autre conférence. Ça, c'était un Suisse, donc c'était cool de voir un Suisse présenter à FOSDEM. Vous avez probablement déjà entendu Public Money, Public Code. Donc nous, nos impôts, ils vont en confédération et rien dans les PFL, ça nous paye, d'accord? La question, c'est pourquoi est-ce que tout ce qu'on fait ici est du bien commun, vu que c'est de l'argent commun qui vient de la raison. En fait, depuis... Oula, j'ai pété ma presse. J'aurais peut-être dû la tester avant. Donc, depuis le 17 mars, il y a une nouvelle loi qui est passée, qui dit exactement ça. Et puis, elle est entrée en vigueur au 1er janvier. Je suis un peu emmerdé. Tu Comme il scrolles, pique ma place, quoi. ça marche, tu scrolles, je crois, non? Voilà, tu dois voir juste là. Non. Non, je peux pas. Et en gros, ça dit que les logiciels qui sont faits par des institutions publiques doivent être publiés et doivent profiter à tout le monde, en bien commun. Il y a plein d'articles intéressants. À place. Merci. Enfin, je vous invite à lire la loi. Donc, il y a 2-3 trucs tricky. C'est que cette loi, elle s'applique à tout. Donc, tout devrait être ouvert. Sauf qu'il y a un petit astérix qui dit, pour des raisons de sécurité, on peut ne pas appliquer la loi. Et ce truc-là, on voit bien que c'est le truc fourre-tout. On trouve tout le temps une raison proche ou lointaine, des raisons de sécurité pour ne pas appliquer ça. Néanmoins, on a bien envie de challenger notre direction là-dessus, pour la DSI. Et il n'y a pas de raison que tout ce qu'on fait ici ne soit pas dans des dépôts publics et qu'on fasse un peu de promotion du code créé ou interne. Il y a Mathias Stromer, qui était le présentateur de cette conf. Il a fait ce site OSS Benchmark, qui est en fait une sorte de classement de compétition entre les universités suisses par rapport au nombre de dépôts et de contributions open source sur GitHub. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on reconnaît le TLZ, Camp2Camp, 2-3 grosses boîtes de la région, mais il n'y a pas du tout les PFL. Parce que nous, on a passé droit à côté, puis qu'il n'y a personne qui a fait la PR avec les petits dépôts. Donc maintenant, elle est faite, on verra si ça marche. Et puis, la dernière conf que j'ai bien aimée, c'est une conf qui s'appelle So You Think You Know Git, qui a été faite par le dernier ici, Scott Chacon, qui est un des 4 cofondateurs de GitHub. Donc, les 4 gaillards qui ont fondé GitHub, je crois que c'était en 2008, ils sont pas mal parce que vous reconnaîtrez certainement quelques noms là dans la liste. Donc Gravatar, c'est le truc qui met votre icône quand vous n'avez pas créé votre profil sur un compte. Toml, c'est un langage de configuration. Semver, les versions sémantiques. Le site, vous avez probablement tous déjà vu. Jekyll, le truc qui peut builder des sites sur GitHub. Dans le deuxième, on voit Atom ou Moustache, le langage de templating. Monsieur Hayet, lui, il est plutôt pilote automobile avec sa thune, parce qu'il avait déjà de la thune avant. Puis le dernier, il a écrit un livre sur Git. Et c'est lui qui présentait à FOSDEM. Ah, pro Git, je l'ai le livre. Donc, il a essayé de trouver des trucs que tous les geeks de la salle ne connaissaient pas, la salle était paquée. Donc, il y a, par exemple, la commande stash, pour stash all, ou le fait qu'on peut signer des push et pas seulement des commits, ou encore qu'on peut mettre de la configuration propre à un certain dépôt avec un include if. Il a parlé aussi de git blame. Qui connaît git blame? Ouais. Git blame, ça sert à savoir qui a fait quoi dans un commit. C'est vachement bien. Sauf que on peut lui mettre plein d'options qui sont intéressantes. Et puis,
en alternative à GitBlame, c'est Gitlog. Et Gitlog, on peut en fait suivre dans différents commits le nom d'une fonction. Et puis on fait ensuite des spéléologies pour savoir qui a fait quoi et pourquoi. Et Gitlog-S peut être super compliqué. Et puis voilà, encore deux commandes. Gitrrr, donc ça, c'est pour les gens qui ont l'habitude de faire des rebase. Quand on fait un rebase, il y a genre 5 commits. Souvent, on doit gérer les conflits pour chaque commit. On fait la première fois, on passe au suivant, on doit refaire la même chose, on passe au suivant, etc. Les gitrrr, ça permet d'enregistrer qu'est-ce qu'on a fait la première fois pour tous les suivants. Ça peut être un petit peu dangereux suivant comment, mais souvent, ça fait gagner du temps. Et puis, il a parlé des sparse checkout. Ça nous concerne peut-être moins parce qu'on n'a pas de méga repos. Mais quand on a des méga repos ou des mono-repos, on peut en fait juste checkouter une partie du méga repo. Et puis, ça, c'est quelque chose qui n'était pas dans la conf, mais on a causé à des personnes qui utilisaient Terraform pour configurer tous les dépôts GitHub d'une entreprise. Ça, c'est intéressant parce que souvent, pour les dépôts, on va dire de la manière dont on va merger les branches, si on veut des squash, si on veut des merges, si on veut des rivets, etc. Et du coup, Terraform permet d'uniformiser ça. Et puis pour finir, Git Butler, ça, c'est l'outil que le gars qui s'est fait acheter GitHub par Microsoft a commencé à créer. Donc c'est un outil Git. Je laisserai les regarder, mais il essaie de bien penser les choses. Et pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. C'est un gars à la RubyConf 2019 qui explique son workflow Git et ça, c'est intéressant. Merci. Merci à toi. Ce qui est étonnant quand même de constater, c'est que quand on cherche des informations informatiques sur Internet, on tombe toujours sur des sources dans GitHub, très rarement sur GitLab, et encore moins sur l'autre Git, je ne sais plus ce que c'était qu'il y avait un temps. Donc GitHub est vraiment venu le monopole de la diffusion de voilà. Les présentations, elles sont à disposition quelque part après. Du coup, ça m'intéresse bien. Si tu te proposes les récolter, oui. Bah, je connais pas encore les autres, mais c'est la tienne qui m'intéressait bien là pour l'instant. Bah, ouais, je la mettrai sur le chat du dojo en tout cas. Ça marche. Suivant. C'est fait. Tu peux partager avec le Zoom? Oui, je peux, je vais avec ça comme tu veux. Ah oui, il faut qu'il- Seconde. J'ai pas mes notes de présentation. Toi, t'étais prête, Rosa? Au pire, je te laisse et puis comme ça, je regarde ce truc-là parce que ça serait dommage que j'ai pas ça. Tu fais pousser sous le piste, Rosa. Gentiment. Parce que j'ai cru Elle veut pas qu'elle voulait y aller, en fait. Oui, mais elle sait y aller. Donc, parmi les différentes conférences que j'ai suivies, il y a eu celle de Astro, c'est
un framework qui est utilisé pour la création des sites web. L'historique, c'était pour la création de blogs, donc des pages statiques. Mais après, il a été agrandi et maintenant, il est possible de l'intégrer avec d'autres langages de programmation. Il est composé surtout les islands et les transitions. Les islands, c'est en gros là dans l'image, vous voyez, il y a des composantes qui peuvent être complètement autonomes dans l'application et qui ne doivent pas forcément interagir avec le reste de la page. Et les transitions, c'est des choses qui permettent l'interaction avec l'utilisateur. J'ai préparé une petite démo. Donc, j'ai fait ce site web avec ce framework. Là, ces composantes, par exemple, une transition, c'est le fait de pouvoir donner cet effet, par exemple, à ces cartes. Et une chose intéressante, c'est que c'est un framework qui peut contenir du markdown. Donc, par exemple, si je vais ici, ça, c'est vraiment du markdown qui a été mis dans l'application. Et celui-là aussi, on peut avoir des pages qui sont construites de manière vraiment sans du HTML du tout. D'ailleurs, c'est la chose caractéristique de Astro, c'est que c'est zéro JavaScript. Donc, à moins qu'on lui dise de charger aussi le JavaScript qui peut être contenu dans les pages, il ne le fait pas par défaut. Par exemple, ici, j'ai mis je vais montrer alors le code. Voilà. Ici, j'ai mis un texte area. Le code de cette texte area est, si je vais là, c'est celui-là. Donc, il contient aussi du JavaScript. On lui dit, en gros, de faire un log chaque fois qu'il y a un changement ici. Si je vais dans la console, on voit que ce changement n'est pas pris en compte. Parce que je ne lui ai pas dit de charger aussi le JavaScript dans la page. Donc là, il met juste vraiment de la page statique, il ne charge que l'HTML qui a été écrit. Pour faire ça, et donc pour transformer en gros cet élément dans un îlot, ce que dans Astro est appelé un îlot, on lui dit de charger aussi le JavaScript. Donc on lui met cette directive. Ça s'appelle tout ce qui est client, c'est toutes les directives, donc les interactions qu'on peut avoir avec l'utilisateur. Et là, si je recharge la page, je vois que ça a chargé aussi le JavaScript. Sinon, côté code, c'est assez similaire à du React. Il y a des composantes qui peuvent être créer les pages, l'extension des pages Astro, donc qui a priori ne contiennent pas du tout du JavaScript. L'extension c'est Astro. Tout ce qui est le JavaScript, on peut l'avoir dans ces 3 tirets. Et sinon, comme dans React, par exemple là, pour lister mes conférences, j'ai utilisé vraiment le JavaScript standard de map. Il faut, comme dans React, mettre les accolades. Et le Markdown, ça c'est dans Content, il y a tous les fichiers Markdown qui peuvent être utilisés. Donc, ça suffit juste de dire, par exemple là, il y a elle offre des méthodes particulières et spécifiques pour pouvoir lire le Markdown. Et c'est front matter. Et donc là, on peut avoir
Ça, c'est des variables qui ont été déclarées dans le Markdown et qu'on peut les retrouver après appeler après dans les fichiers ASTO, comme là, par exemple, le domain, le file name, etc. Alors, donc, je l'ai trouvé assez sympa pour pouvoir faire des sites rapidement et qui est statique. C'est quand même ça le but surtout. Après, je pensais qu'il soit un peu plus puissant, mais je le trouve quand même déjà assez bien fait. Voilà. Merci. On peut l'utiliser sur GitHub. Sur GitHub, oui, c'est une des questions qu'il m'a posées quand je l'ai installé, c'est le repository Git. D'accord, mais on peut mettre sur GitHub Pages et puis ça marche. Oui, tu peux l'ajouter, oui. Oui. Et il peut être vraiment utilisé dans n'importe quel projet. Tu peux l'intégrer en projet React. Ouais. Parce que celui-là que je vous ai montré, c'est un projet React à la base. Tu fais sur Nice. un display différent. Là. Mais Display, c'est correct. Merci. Sur S. Oui. Ah, bon, je sais pas pour quel âge c'est. Peut-être. Échappé à la main. Ça la montre toujours pas, mais. Donc, ils ne présentent pas en. Toujours pas bien. Pourquoi? La leçon à retenir, c'est de venir avant la présentation de la séance pour tester sa présentation. C'est aussi valable pour les examens, pour les certificats, pour ces trucs-là. Oui, ben voilà. Bon, je vais comme ça. Donc moi, j'ai assisté à une présentation sur les passkey et qui ne présentait pas, il n'y avait pas de produit ou de solution ou quoi que ce soit, mais je m'étais dit que j'allais juste vous parler de cette technologie. Donc, juste une petite question pour savoir s'il y a combien de personnes qui utilisent déjà les passkey aujourd'hui ou qui pensent qu'ils utilisent. Qui passe. Personne. Qui Donc, passe. pas un gestionnaire de mots de passe. Passkey. Donc peut-être qu'après vous me direz oui quand vous aurez compris exactement peut-être ce que c'est. C'est Jova qui a parlé? non. Donc, rapidement, je vais expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, le principe des clés cryptographiques, les protocoles, comment on les génère, avantages, inconvénients. Tu dis, Java? Non, j'ai rien dit. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un élément d'identification digitale qui lie notre identité avec un site ou une app. Et donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne sur le principe de la cryptographie à clé publique. Donc, la cryptographie à clé publique, c'est une cryptographie asymétrique, à la différence de la cryptographie symétrique qui utilise la même clé pour chiffrer et pour déchiffrer. Là, ça utilise une clé privée qui chiffre et la clé publique va déchiffrer. Donc, la clé privée, elle est personnelle, elle est stockée sur notre machine, que ce soit notre Natel ou l'ordinateur, ou peu importe le device. S'il n'y a personne d'autre qui a accès, et puis c'est ça qui est vraiment lié à notre identité. Et la clé publique, elle est dérivée, donc elles sont liées mathématiquement, et c'est ça qui fait
qu'il n'y a que la clé publique qui match avec la clé privée, qu'il n'y a que la clé privée la clé publique qui peut déchiffrer le contenu quand on donne la clé privée. Et puis c'est celle-là qu'on envoie aux autres. De par son nom, elle est publique, donc il n'y a aucun problème de l'envoyer. Et ça permet de sécuriser les communications. Les passkeys, c'est basé sur quelque chose qui s'appelle FIDO2, c'est un Open Authentication Standard et c'est géré par la FIDO Alliance, donc c'est Fast Identity Online. En gros, c'est une groupe de gens qui s'occupent de faire en sorte que plus tard, on n'ait plus besoin de mot de passe. En tout cas, c'est leur projet. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça utilise le standard à 2 clés. Et donc, il y a le Client Authenticator Protocol, le CITAP. Ça, c'est quelque chose qui définit la communication entre le site ou l'OS et l'authenticator. Et l'authenticator, c'est ça qui va vérifier notre identité. Donc, on l'a installé soit sur son smartphone, tablette, laptop ou physiquement avec une YubiKey. Et c'est là-dessus que notre clé privée sera stockée. Et le deuxième protocole, c'est le Web Authentication N. Et c'est ça qu'on utilise pour communiquer entre le serveur et le browser ou alors avec l'OS. Donc, ça, c'est juste une petite image pour expliquer comment on fait. Donc, il y a le client, il demande de créer un nouveau compte. Le serveur, il répond « OK, envoie-moi une clé ». On génère une clé, on lui envoie et c'est bon, on est prêt. Et ensuite, une fois qu'on veut se connecter, on demande de signer. Il dit « OK, c'est quoi ta clé privée ?» Et là, on envoie juste la signature et ensuite, il voit que ça marche et il peut nous loguer. Donc, les avantages des passkeys, c'est qu'on n'a plus besoin de s'embêter à mémoriser des mots de passe. C'est plus rapide et plus facile. Après, si j'ai juste 2 minutes, je fais une petite démo. Donc, pour configurer, c'est super simple. Troisième commentaire, je ne sais plus du tout ce qu'il fait là. Je suis navré. C'est bon, le support, on peut. Ok, celui-là, il est bizarre. Des fois, on peut pas. Là, tu peux pas. C'était peut-être quelque chose dit quand même. Bref. Donc, c'est plus efficace contre le phishing parce que c'est le password qui est lié à un nom de domaine, en fait. Donc, s'il y a un faux site qui essaye de nous demander nos credentials, il va pas reconnaître la clé privée parce que ce sera pas le bon domaine. Et on peut utiliser ça depuis plusieurs appareils. Donc, il y a beaucoup qui l'utilisent, mais quand on utilise, on voit qu'on peut depuis soit son ordinateur, soit depuis le téléphone, ça marche bien. Les inconvénients, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais le problème, c'est que c'est la faille humaine. Toujours, c'est à nous de les gérer, en fait, nos passkeys. Donc, c'est à nous de les stocker de la bonne manière et puis de ne pas faire n'importe quoi avec. Et puis, aujourd'hui, c'est pas encore très répandu, donc on peut pas se connecter encore à beaucoup d'endroits. J'avais mis un petit bonus, je crois que c'est KeePass qui développe ce truc. C'est un répertoire de tous les sites donc ils augmentent petit à petit, mais c'est tous ceux qui prennent sur lesquels on peut utiliser les passkeys. Et puis donc, je ne sais pas si Nicolas, j'ai encore 2 secondes pour dire une mini-démo ou quelque chose. Donc là, c'est une petite app de démo pour voir là comment ça fonctionne. Donc, si on crée un utilisateur, il nous propose un mot de passe, mais en fait, on s'en fout parce qu'on va utiliser ensuite les passkeys. On demande qui crée, on s'authentifie avec les machins biométriques. Et là, donc, ça a fait en arrière-plan tout ce que j'expliquais, la génération de la clé privée, de la clé publique que ça a envoyé. Et la fois d'après, quand on veut se loguer, on utilise le One Button, on signe avec le passkey, on dit « OK, c'était bien ce user-là pour ce site-là ». On appuie et on est logué. Et on retrouve ça, en tout cas sur Mac, on retrouve ça dans la keychain, dans les mots de passe, sur les autres OS, je ne sais pas. Donc, pour Mac, il parle le protocole AUTH-N.
Web et THM. Ouais, les deux, les Oui, mais secteurs. ton Mac, donc c'est pareil, non? Alors, Ou tu as une application Passkey sur ton Mac. non, c'est la keychain directement de Voilà, Mac qui le donc fait. c'est ton OS qui est capable de te parler ce protocole. Oui. Parce qu'après, on les retrouve, on les retrouve dans les passwords, en fait. Parce que si je vais voir ici, je vais avoir. Le passkey ici, puis je sais même pas ce qu'on trouve comme info là-dedans. Pas grand-chose. Donc après, c'est stocké directement sur la machine. C'est ce qu'on veut qu'elle soit opaque, elle pointe sur un nom qui va de l'autre côté, donc on voit que c'est sur appspot.com en haut, puis un nom. Ouais. Et elle a aucune autre chose intéressante, et puis c'est de copier ou dupliquer tout ce qu'il y a qui matérialise l'identité cryptographique. Il n'y a pas besoin que tu le vois. Ce qui compte, c'est sur l'autre bout de la flèche. Donc la UI qu'on voit là, c'est la bonne. Puis le petit site dont je parlais tout à l'heure. Si vous avez besoin de savoir si votre site préféré est supporté par les passkey, vous pouvez directement aller checker là-dessus. Tu l'as testé avec un site dans la liste là, genre GitHub? Moi, j'utilise déjà plein, moi, des passkey. J'en ai. T'as pas GitHub là-dedans, alors? Ouais. Non, il ne supporte pas parce qu'il utilise MFA. Supporté de Samy MFA. Non, peut-être que j'ai pas le passkey pour celui-là. Mais non, ça ça ne dit pas si tu as le passkey. non, pas si j'ai, c'est ce qu'ils supportent, oui, mais c'est ce que Christian voulait savoir, ou Christian ou Nicolas. Non, mais ils supportent tous le passkey, ceux du site. Là. Oui, c'est ce que je veux dire. Bravo. Est-ce qu'on prend quelqu'un à distance? Ils n'ont pas entendu. Pascal, t'es prêt? Tu nous présentes ton truc, Pascal? Ben nous, on a. T'as pas de Moi, presse? j'ai rien, je te dis, c'est Jérémy qui a. Je sais pas où il a. C'est pas la télé ici, hein? Hein? C'est Jérémy qui présente, ok. Mais Jérémy n'est pas là. Ah bah c'est ballot ça. Ok, suivant alors. Giovanni? Non, mais il a suivi la préparation depuis chez lui. Ouais, moi, je suis encore en train de préparer mes slides. D'accord, t'as encore 5 minutes là, c'est sûr. Bon. Tiens. On va laisser du temps aux autres. C'est ceci. Il faut le mettre dans le bon sens en plus. Voilà. C'est écrit tout petit, tout petit, tout petit. Vraiment tout petit. Hop. Voilà. Alors, moi, je vais vous présenter ma présentation, comme on dit. Il y avait beaucoup de choix. Il y avait 878 présentations. Donc, il y avait vraiment de quoi trouver plein de choses qui nous intéressent. Et puis, comme moi, j'aime bien les trucs un peu spéciaux, eh ben, j'ai choisi en particulier des choses qui ne sont absolument pas dans l'esprit du développement de l'IBFN. Donc, ce n'est pas de l'Ansible, ce n'est pas du Kubernetes, ce n'est pas du curl, ce n'est pas tout ce truc-là. Et alors, j'ai choisi surtout les séances, les présentations sur les IoT, sur la gestion de l'énergie ou des trains, c'était très intéressant, sur la SDR, donc c'est faire de la radio, pour des calculs, software defined radio, sur Linux, mais Linux, la partie open firmware. Nicolas, il a compilé l'autre jour son firmware pour sa caméra, et ben là, il avait des firmware pour la carte son. C'était intéressant. J'ai aussi regardé sur Open Hardware, il y en a un, il a fait une liseuse de livres électroniques, donc il a fait un open book, donc il était tout open,
qu'on pouvait tout bricoler. Après, il y avait des séances qui étaient très farfelues, c'était nez artificiel ou comment brasser sa bière avec l'informatique. Après, j'ai aussi suivi pas mal de makers, donc tout ce qui est conception assistée, ordinateur, PCB, DAO. Il y en a un qui s'est amusé à réécrire complètement le logiciel de DAO 3D. Il devait avoir 22 ans et tout ça, donc il était seul écrivain, mais il a fait un bon art machin. Et j'ai aussi vu, j'ai toujours ma petite catégorie des choses que je ne vais pas utiliser parce que c'est des usines à gaz, que c'est vraiment totalement inutile. Flutter, on en a pas mal parlé, et puis Zephyr. Bref, je me suis versé 25-13, c'est quand même assez consistant. Il y avait quand même du boulot là pendant ces 2 jours. J'ai quand même été pas mal avec les yeux carrés, et je vais en résumer que 5 rapidement. Celui qui était assez rigolo, que j'ai bien aimé, c'était le nez électronique. Il y en a, il a fait un nez électronique, donc un machin qui sniffe. Et c'est pour ça que c'est bon. Il y a vraiment des choses qui étaient bien. Il y a un mec, il était coincé à la maison pendant le Covid, et puis il s'occupait, donc il passait son temps pour faire du pain au levain. Et puis il avait un problème parce qu'il ne savait pas quand son pain il avait bien levé, s'il avait bien fermenté, tout ça. Alors il s'est dit, si je me faisais un nez électronique pour contrôler l'état de la fermentation de mon lait. Alors, il a pris une carte, donc il a pris tous les petits composants tout simple, une carte où il y avait 4 senseurs qui sont censés mesurer le CO, le NH3, le COV, puis je ne sais plus quel truc. Il a pris un CPU avec un écran, un ventilateur, et puis il a mis ça dedans, et puis il a mis un petit peu d'intelligence artificielle, donc on appelle ça des TensorFlow. Il utilisait TinyML. Alors voilà, il a son sensor, il a son ventilateur, il fait son petit modèle de tenseur, et puis après il sort le résultat dessus. C'est assez bonheur parce qu'il nous a fait une démo, il a pris son nez, et puis il avait un verre de whisky, une tasse de café, puis des rondelles de citron. Et puis chaque fois qu'il mettait son nez sur le truc, on voyait café à 98%, whisky. Et puis le citron, alors il était à 8 autres %, puis il a dit oui, mais des citrons, il y en a différentes sortes, donc j'arrive pas à bien déterminer le truc. Mais c'était vraiment assez rigolo, son machin. Mais sa presse, elle était plutôt axée sur la version 2.0, donc la version 2023 et pas la version 2020, parce qu'il l'a compilé avec le framework, donc l'OS Zephyr, qui permet de faire de la programmation événementielle. C'est-à-dire que quand on programme des microcontrôleurs, on a toujours une boucle, une grande boucle. Je vais lire le clavier, je vais afficher quelque chose sur l'écran, je vais chercher mes machins et tout ça. Puis c'est une boucle qu'on doit manager. On doit la manager à la main, puis c'est pénible. Alors lui, il a utilisé Zephyr qui travaille avec des événements, puis c'est une usine à gaz, et puis ça fait tout automatiquement. Sauf que moi, j'ai vraiment aimé la partie électronique du nez, donc la version 1.0, puis je n'ai pas du tout aimé la partie Zephyr, parce que c'est vraiment une usine à gaz. Puis finalement, on reprend les grosses usines à gaz qu'on a sur les ordinateurs, puis on les met sur des petits micros qui ont très peu de mémoire, et puis qu'on devrait vraiment garder le plus simple possible. Donc là, j'ai compris que je ne voulais pas utiliser Zephyr. Après, ça c'était pas mal. J'ai regardé la simulation d'une infrastructure ferroviaire, donc les trains. Les trains, normalement, quand ils circulent selon un horaire. On définit un horaire 2 fois par an environ, et on sait que le train, il part de Renan à telle heure, il arrive à Lausanne à telle heure, puis c'est défini une fois. Donc, on a évité d'avoir des collisions. Mais quand il y a un train qui est en retard, il faut infiltrer un train dans l'horaire actuel. Et là, ça pose des problèmes. Parce qu'on risque d'avoir des collisions, parce qu'on risque d'avoir des choses qu'on n'a pas prévues. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un simulateur de train qui prend les trains officiels, qui rajoute des trains qui ont été en retard, et puis qui simule en temps réel pour dire, attention, si vous continuez comme ça, à Morges, vous avez une collision. Et ça a fait tout le traitement automatiquement pour qu'ils puissent éviter. Et comme il faut plusieurs kilomètres pour arrêter un train, il faut le savoir à l'avance. Donc peut-être qu'on part de Genève et puis on a la collision qu'à Morges. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait un simulateur qui permet de faire des choses comme ça. C'était vraiment assez intéressant l'idée parce qu'il fallait penser à faire cette histoire de simulation, puis dire en temps réel, on resimule tout le système de train, on le resimule, puis on regarde si dans 10 minutes ou dans 20 minutes ou dans 1 heure, on a une collision. Après, j'ai suivi plein, mais ceci était pas mal aussi, gestion des réseaux de transport électrique. Quand on veut
garantir une sécurité au niveau du courant électrique, vous avez remarqué, le courant électrique, c'est vraiment le service qui tombe jamais en panne. C'est très, très rare qu'il tombe en panne par rapport à un service informatique, un Wi-Fi, un réseau, un arrêt de train, un horaire de train. C'est vraiment hyper sérieux. Et pour être aussi précis que ça et toujours synchronisé, on maille, tous les circuits électriques sont maillés. Ça veut dire qu'ils font partie de tous le même maillage. Et on ne travaille plus au niveau d'un pays, on travaille au niveau d'un continent. Donc, si on a un problème à un endroit, on risque de créer des problèmes ailleurs, fortement. Typiquement, si on prend l'Allemagne, elle fait la production électrique éolienne au nord de l'Allemagne. Il y a des consommateurs, des bons consommateurs qui sont au sud de l'Allemagne. Donc, il y a tout le flux électrique qui va traverser l'Allemagne. Puis, comme c'est maillé, il y a une partie qui risque de passer par la Pologne, par la Tchéquie, puis par la Pologne, puis après revenir au sud de l'Allemagne, à cause du maillage. Donc, on voit, là, on a la production, là, on a les consommateurs, il y a une partie qui part comme ça, puis il y a une partie qui va tourner, qui va passer par les autres pays à cause du maillage. C'est embêtant parce que quand on commence à vendre l'électricité à un autre pays, on le vend avec un certain tarif, avec un certain truc, puis quand on le rachète un autre tarif. Puis du coup, on vend à la Tchéquie et on rachète à la Pologne. Donc, ça fait tout plein de processus de comptabilité où on a mal changé les trucs, où on a perdu de l'argent et tout ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir simuler tout ça. Ça a provoqué des scandales aux États-Unis, mais ça, oui, c'est exactement ça qui sont tombés. Et alors, l'histoire, c'est de dire l'électricité, c'est maillé, c'est un peu comme l'eau. Ça passe, chaque fois qu'il y a une fuite, ça va passer par la fuite. Si on bouge la fuite, ça va passer plus loin. Alors, l'idée, c'est d'essayer de comprendre cette histoire-là et puis de fermer plus ou moins les tuyaux pour que toute l'électricité passe en Allemagne et ne passe plus autour de trucs. Alors, ça, c'est bien, ça, c'est le principe. Le seul problème, c'est que pour faire ça, tous les pays doivent avoir le même logiciel. Parce qu'on doit s'arranger pour dire, écoute, Tchéquie, tu fermes un petit peu le pays, comme ça l'électricité elle passe là, et tout ça, il faut que ça soit en temps réel, hein, 50 fois par seconde, donc ça va vite. Et il faut que tout le monde utilise le même logiciel. Ça pose un problème de choix stratégiques nationaux. On sait très bien que chaque pays veut avoir son logiciel à cause de gna et tout ça. Et là où c'était très fort, c'est que comme c'est fait en open software, du coup, le logiciel, il appartient à aucun pays. Le code, il est libre. Et c'est vraiment une bonne idée de dire, on va résoudre cette problématique avec un logiciel open, parce que comme il appartient à personne, tout le monde doit l'utiliser. Et tout le monde doit avoir confiance dans le logiciel du quelque chose. Donc là, j'ai trouvé que c'était vraiment une application qui était bien, parce que les cibles du socialisme. On a unifié cette guerre de pays, de guerre de tranchées, avec un truc comme ça. Ça, c'était vraiment une bonne conclusion. Ça, c'est aussi un truc dans les énergies, faire des prévisions précises pour anticiper la production solaire. Il faut savoir qu'on est là. Le jaune, c'est la production solaire, on est à peu près ici, donc on voit qu'on a très peu de soleil sur toute l'énergie qu'on va utiliser au niveau électrique. Et quand on est en 2050, on voit qu'on a un bon tiers, même plus, qui est l'énergie solaire. Donc, c'est un truc qui va venir très important, l'énergie solaire. On n'est qu'au début de la production. Et par rapport aux énergies fossiles ou les énergies de barrage, c'est pas prévisible. C'est-à-dire, on peut avoir un nuage qui passe, on peut avoir tout coup demain, on a du soleil, après-demain, on n'a pas de soleil. Et comme on doit toujours garantir ce fameux 50 Hz au niveau du réseau, il faut toujours être prêt pour dire on allume ou on éteint les centrales. En particulier les centrales nucléaires, on ne peut pas l'allumer et l'éteindre comme ça. C'est plusieurs jours pour l'allumer, c'est plusieurs jours pour l'éteindre, à moins qu'on soit en mode accident, où là, on peut l'éteindre rapidement, mais là, on a pollué le réacteur, on ne peut plus le rallumer comme avant. Donc, il faut bien savoir comment est-ce qu'on va équilibrer notre réseau. Et pour ça, il y a une équipe qui s'amuse à faire, elle dit, bon, on va écouter le temps passé, donc on va observer les données photovoltaïques en temps réel, c'est-à-dire qu'on va regarder chaque production solaire qu'on connaît, donc de hier, d'avant-hier et tout ça. On va regarder les prévisions météorologiques, donc c'est ce qui est pour l'avenir, et on va aussi regarder les images satellites, aussi bien en arrière qu'en avant. C'est-à-dire que si on avait une prévision, puis qu'on avait des nuages, puis qu'on avait un bon soleil, beaucoup de soleil, ça veut dire que notre prévision était fausse, puis on va adapter le modèle. Ils ont adapté tout le modèle, puis avec ça, ils sont capables sur 36 heures de donner, en fonction des météorologues,
des prévisions météo. Qu'est-ce qu'il y aura comme production demain? Vous voyez, souvent, c'est marqué, on vous donne la météo, ouais, il fera beau aujourd'hui. Ici, rien, parce qu'on est dans le nuage. Mais en dessous, il fait beau. Mais en dessous, il y a les nuages. Donc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec ce genre de bidule, on peut dire, tiens, ils ont prévu le beau, mais finalement, on a eu des nuages, donc on a eu du brouillard, et puis on n'a pas eu de production. Donc, en prenant ces trois paramètres dans le temps et dans le futur, ils arrivent à faire avec une AI une prévision qui tient la route. Le dernier, ça c'était pas mal, c'est un radar au sol à synthèse d'ouverture. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de faire un radar qui permet de mesurer les distances. On voit les différents points qu'il a mesurés. Et ils l'ont fait avec un truc assez rigolo. Ils l'ont fait avec un émetteur Wi-Fi. Donc, au lieu de prendre un vrai émetteur radar, ils ont pris une clé Wi-Fi, ils ont mis une antenne à la place, et puis ils éclairent, par exemple, une montagne où il y a un terrain qui est en train de l'aiguiller, et puis ils peuvent calculer les déplacements, faire comme ça. Sauf que c'est bien joli de prendre un émetteur Wi-Fi avec une clé USB, mais il y a pas mal de bruit de fond. Il y a les fours micro-ondes qui sont sur la même onde, il y a le réseau Wi-Fi, il y a le Bluetooth, il y a les caméras. C'est pas le canal qui est bien réservé pour faire ce genre de bidule. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découpé l'onde Wi-Fi qui part sur la montagne, ils en ont pris une partie et ils l'ont mis à ce niveau-là. Et là, ils ont deux récepteurs. Et puis, avec la SDR, donc le software radio, ils arrivent à isoler les deux paramètres et à faire une soustraction. C'est-à-dire qu'ils savent exactement ce qui est parti d'un côté, ce qui revient de l'autre côté, et ils arrivent à avoir la distance donnée. Et avec ça, ils arrivent à faire un radar de sol à large ouverture, tellement marché et assez fiable. Et ils ont juste mis après un rail où ils ont mis l'émetteur, le récepteur, le calcul qui est derrière. Il y a un petit Arduino qui est derrière, pas un Arduino, un Raspberry Pi. Et ils arrivent à faire leur truc comme ça. Ça, c'était assez rigolo aussi comme truc. Sauf qu'ils étaient très pointus au niveau calcul, au niveau équation mathématique là. Par contre, là, alors ça, c'était des connards pas possible. Ils ont acheté un machin à 3000 francs. Non, même plus, 3500 francs. Ça, normalement, on fait avec un moteur pas à pas, un roulement à billes et tout, et qui fonctionnait que sous Windows. Alors, le problème, c'est qu'ils ont dû le hacker, parce que bien sûr, ça ne marche pas sous Windows, avec ils ont simulé des bits que Windows envoyait pour pouvoir déplacer le radar. Donc là, ça montrait bien la différence entre le théoricien, le docteur qui sait tout, et puis le praticien qui ferait mieux d'aller voir un makerspace ou un Fab Lab pour gérer la pure mécanique. Si même Babyfoot, ils ont ça aussi. Donc, il y a sûrement des applications où tu n'as pas le choix. Voilà ce que j'ai voulu vous partager pour dire qu'il y a autre chose que Mosible et on peut faire voilà un truc en informatique. Quelqu'un à distance? Je vois, il est parti. Là, j'y vais du coup. Il y a Mayra qui a son film. Hein. Ok. Ah, c'est bon. Plus tard alors. Ça, il nous dit. Je sais pas. Pourquoi il m'a fait? Je sais pas, mec. Je vais te avoir marre. Dominique, tu vas? Jamais. Tu vas? J'y vais ou tu vas? Non, je ne paierai pas la l'amende, en tout cas, ça c'est sûr. Pour de l'effet. Bah, avec plaisir. Ah bah. Si là, je paye l'amende. On a une trad. Sezione italiana. France. Voilà. C'est le coup du cœur. Ça juste marche, voilà, ça c'est trop, ça juste marche. Tiens. Alors, moi c'est vraiment la fraîche. J'ai juste pris mes notes comme ça. Je n'ai rien préparé d'autre. J'ai aussi beaucoup vu de presse que Christian déteste, effectivement, des usines à gaz, tu en voilà. Donc moi aussi j'ai sélectionné une des présentations qui était extrêmement intéressante et un petit peu décalée. Elle s'appelait Tetra.
Qu'est-ce que c'est qu'un tétra? Eh bien, c'est le standard de communication des satellites pour l'imagerie, la commande à distance. Et qu'est-ce que c'est que Tétra et l'open source? C'est l'idée de payer des dizaines de milliers ou des milliers d'euros pour mettre une antenne parabolique dans son jardin et voir ce qu'on peut écouter. Et il se trouve qu'on peut écouter pas mal de trucs. Alors le gars nous expliquait que il avait appelé chez fournisseur de satellites machin ou chez agence gouvernementale truc, et il a demandé est-ce qu'on peut faire ça? On lui a répondu je ne peux pas vous en empêcher, techniquement c'est pas chiffré ni rien, donc si vous écoutez, vous n'envoyez pas de commande, il n'y a pas d'histoire. J'aimerais autant que vous ne le publiez pas. Et donc malheureusement, on ne va pas pouvoir voir pendant ma presse ce que lui avait dans sa conférence, c'est-à-dire plein de photos super cool ou de films, de panorama par-dessus une vallée comme ça à partir d'un satellite météo, ou des images en provenance d'une expérience scientifique dans ce qu'on appelle le DSN, le Deep Space Network. Donc ça, c'est des satellites qui sont beaucoup plus loin, beaucoup plus chers et avec beaucoup moins de pixels dans l'image. Juste pour vous donner une petite idée, voilà le genre de choses qu'on doit faire, qu'on peut faire. Parce que pour recevoir un satellite, il faut savoir où il est d'abord. Donc, il faut mettre à jour l'éphéméride, ça s'appelle. Votre GPS fait ça tout seul, hein. C'est pour ça que ça prend 5 minutes quand on le rallume depuis son sommeil profond avant qu'il chope quelque chose. Et après, quand l'antenne est au bon endroit, eh ben, c'est ça qu'on ne verra pas aujourd'hui, parce que malheureusement, comme on a dit, on ne peut pas montrer. Mais pendant la presse, il les a montrés, c'est assez cool. Donc, si la vidéo paraît, vous pourrez voir des choses que vous n'avez pas le droit de voir. Voilà à quoi ressemble son matériel à lui, chez lui. Voilà. Tu n'as pas pu faire des photos d'écran. Ah, mais il Avec est ça le check de photo. Alors attendez, notre cadeau de la FOSDEM, donc ça c'était dans cet état-là avant, et pendant la FOSDEM, c'est le même état de l'autre côté aussi. Ah Je m'attendais à mal. j'ai rien préparé. Rien suivant. Je laisse encore 5 minutes. Ah bien. Mais il n'a pas expliqué que c'était très complexe de faire ce genre de conneries parce que le satellite, il a un effet Doppler. C'est-à-dire que quand il vient vers nous et quand il part vers nous, la fréquence change. Et en permanence, il faut resynchroniser la fréquence intermédiaire pour pouvoir. Supposons il émet sur 118, mais quand il vient, il augmente il compresse la fréquence, puis quand il part, il décompresse. Alors, si jamais il fait rien de tout ça, hein, lui il stocke le téraoctet par minute. Oui, mais après, il doit pouvoir retrouver. Oui, mais le faire software est en bas. Il doit aller chercher. Non seulement il faut les éphémérides pour savoir où est-ce qu'il est, mais il faut connaître la vitesse et s'il se rapproche de nous. Il s'en fout totalement. Il fait le décodage, peu importe. Il prend les méthodes bourrines. Il ne fait pas un truc qui est basse consommation et en ligne. Il fait en batch et il met ce qu'il faut comme calcul. Génode. Alors, qui ici sait ce que c'est qu'un micro-noyau? On a appris. Qui a déjà vu un ordinateur avec un micro-noyau dessus? Qui a déjà vu un téléphone avec un micro-noyau dessus? Eh bien, chez M. Norman Feske, auteur de Génode, on voyait pendant cette FOSDEM les trois. Un micro-noyau, c'est l'idée que dans un noyau, dans le noyau de votre système d'exploitation, même si c'est un macOS, il y a encore pas mal de trucs qui n'ont rien à y faire. Des trucs comme le système de fichiers, par exemple. Alors, plus l'affichage graphique, sauf sur les charlots comme Windows, ça on a quand même réussi à enlever au bout du compte, plus la souris non plus, même remarque, c'est toujours sous Windows, c'est toujours dans le noyau. Mais il y a quand même encore beaucoup de programmes qui sont gros, de morceaux de programmes qui sont gros, donc fragiles, donc susceptibles de cracher l'entier de votre système quand il se plante. Et puis, ce n'est pas le seul problème avec les micro-noyaux. Le problème d'Unix, et ça, accrochez-vous à votre chaise, Windows, encore une fois, c'est pire, hein, bien sûr, c'est qu'il n'a absolument pas été prévu pour les exigences modernes de sécurité informatique. On a prévu Unix, avec son système de UID et de GID, numéro d'utilisateur et de groupe, que vous connaissez peut-être, pour l'application dans laquelle il y avait un ordinateur pour tout le PFL. C'est un terme que Christian a connu. On s'y connectait avec son terminal bête. Donc il y avait des droits qui étaient cloisonnés les uns les autres par utilisateur. C'est ce qu'on veut aujourd'hui? Non. Ce qu'on souhaite cloisonner, ce n'est pas les utilisateurs entre eux sur le même ordinateur. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. La plupart des ordinateurs sont utilisés que par une seule personne. On veut cloisonner les applications entre elles. On voudrait utiliser la même idée, sauf que ce n'est pas du tout la même idée.
Et donc, il y a un certain nombre de choses que si on voulait faire juste dans Linux, il faudrait reformer des trucs. C'est pour ça que, par exemple, vous avez des conteneurs. Dans un conteneur, on a effectivement mis une petite prison autour d'une seule application. Ça, c'est une bonne idée. Est-ce qu'on peut arriver à faire ça pour tout? Est-ce qu'on peut faire en sorte que même si votre lecteur de PDF voulait accéder à vos contacts, mais il ne pourrait juste pas, à moins qu'on lui en donne explicitement l'autorisation? La réponse est oui. Mais pour obtenir ce résultat-là, il faut abandonner un certain nombre d'idées qui vous semblent naturelles, comme par exemple le fait que toutes les applications puissent ouvrir des fichiers. Dans un conteneur, chaque application peut ouvrir ses fichiers, pas celles des autres, à moins qu'on les lui ait donnés. Et ça, cette chose que je viens d'expliquer, qui est toute simple, ça a un nom, ça s'appelle la capability discipline. C'est une façon de concevoir la programmation et les systèmes d'exploitation qui va nous permettre, c'est à nous qui sommes autour de cette table, de reconquérir le territoire que la NSA et les agences gouvernementales nous ont volé. Et comment est-ce qu'on fait ça? Avec beaucoup de travail. Parce que ceux qui ont déjà vu ou entendu parler du micro-noyau, ils l'ont peut-être vu dans un article de recherche, à la rigueur dans une démo sur une machine virtuelle. Pour aller de là à un truc que j'ai sur mon ordinateur ou que j'ai sur mon téléphone, il y a du travail que seule la rigueur et la persévérance allemande peuvent livrer. Et c'est ce que fait ce monsieur, démo à l'appui, parce que la dernière fois que je suis allé le voir, il était très hésitant à brancher son Gnode sur son laptop sur la prise qui permet de projeter, et pas que ça fasse tout planter. Cette année, je ne suis pas allé l'année dernière, donc je n'ai pas vu entre deux. Non seulement il avait ça, mais le Wi-Fi fonctionnait parfaitement, et il avait même une caméra USB qui permettait de projeter le téléphone, PinePhone, sur lequel il avait également installé et fait tourner Gnode pour pouvoir faire sa démo devant la caméra, projetée devant le public. Donc, il est le chef d'une entreprise de 10 personnes, mais on va dire que c'est lui qui a presque tout fait. C'est le brut de travail. Et donc, c'est le highlight de la FOSDEM pour moi, à chaque fois, d'aller voir à quel point il a progressé entre deux. Au suivant! Il voulait pas passer après toi, ça? Ça va au moins. Ça vit son dernier, on a fait. Ça, bien sûr. C'est quand il y a des erreurs qu'on a classe. Nos vidéos, c'est mon truc à moi. Salut. Merci. Tant trop beau. Là. Eh, t'as pas un Mac, t'as pas le droit de faire ce genre de choses. Windows 11 plus PowerPoint. C'est pas Non, j'ai pas y faire le présentage. Attends, je sais comment on fait. Là, sur le web, on n'y arrive pas. Alors, FN F7. je peux demander peut-être chez ICIT, mais on ici, on peut tenter de... Ouais. Tu veux partager l'écran ou tu veux faire quoi? BitLocker, elle fonctionne plus, donc je veux que ça me. Je sais pas. Moi, j'ai une question, chef d'apprentissage. Vous coupez les doigts, vous lui cassez les doigts, vous le chopez au fond du couloir. Là, Windows 11 plus Marche pas. Il y a un ENA qu'on se rend le plus sympa. On accepte les Windowsiens. Bon, bah, voilà, il va la dans la sortie. Là, je vais vous parler de FOSDEM, du coup. Du coup, FOSDEM, c'est 59 DevRooms. Donc, les DevRooms, c'est des salles où, en fait, ils parlent toute la journée, tous les 2 jours d'un seul et unique sujet. Donc, FOSDEM, c'est une conférence sur l'open source. Il y a plus de 8000 visiteurs et 878 présentations. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu d'une présentation que j'ai bien aimée. Ça s'appelle « Arrêter toutes les attaques avant qu'elles ne commencent. Construire une API axée sur la sécurité ». Donc, j'aime assez bien les API. Du coup, je me suis dit pourquoi je n'irais pas la voir. Et quand je suis arrivé dans la salle, elle était pleine. Donc, je me suis dit que j'étais pas le seul. Du coup, dans le monde, sur l'Internet, il y a actuellement 1 trillion de RPS. Donc, les RPS, c'est des requêtes par seconde, dont 83% sont faites à des API. Du coup, ça fait beaucoup. Du coup, maintenant, je vais vous parler d'un thread model, donc un modèle de menace. C'est un modèle qui est utilisé pour se mettre à la place des éventuels hackers et se demander comment est-ce qu'ils feront pour rentrer dans l'API. Et on peut identifier les menaces et les solutions à en tirer. Donc, j'ai retenu 2 grandes principales menaces. Il y a les DDoS, qui en fait, c'est une attaque par déni de service. Donc, ça consiste à envoyer énormément de requêtes sur une seule et unique machine.
ce qui peut ralentir les expériences utilisateurs, voire même faire crasher la machine. Et l'intrusion physique, c'est le fait de se rendre directement en face de la machine en profitant des failles de sécurité physique, comme par exemple des portes mal fermées ou bien des endroits pas sécurisés. Et donc, j'ai proposé des solutions. Donc, les solutions, c'est plutôt au niveau de l'API, des attaques DDoS, moins pour les intrusions physiques. Donc, on peut vérifier l'input. Donc, on peut vérifier si la requête qu'on envoie est bien un type de requête qu'on demande. Donc, si par exemple, on a une requête de type A et qu'on attend des requêtes de type A, si c'est une requête de type B, on va directement la refuser et donc pas mettre en menace le système qui est derrière. Après, il y a l'authentification. C'est le fait de savoir qui vient dans la requête, pas qu'il y ait des personnes non autorisées. Donc, on le fait au moyen d'un token. Ce token qui est placé dans la requête est interprété par l'API. L'API qui va ensuite déduire, elle, si oui ou non la requête est autorisée à continuer son chemin. Et aussi, je vais vous parler des autorisations. Donc, les autorisations, c'est savoir si oui ou non cet utilisateur authentifié a le droit d'accéder à oui ou non ce service. Donc, voilà, ma présentation. J'ai une question. Mais pas de question. C'est quoi une API? Une API, c'est une application qui tourne sur laquelle on peut envoyer des requêtes, qui va exécuter quelque chose et retourner une réponse. Et l'acronyme? API. La signification. L'acronyme. Je peux y aller. Vas-y, Si vous avez envie. Bonjour. Moi, j'étais à FOSDEM 2024. Et puis, je vais vous présenter une des présentations que j'ai vues. Et donc, c'est A Game Boy and His Cell Phone. Donc, en fait, dans cette présentation, il nous parlait de la Game Boy Mobile adapteur. En fait, donc, c'est un périphérique qui permettait de se connecter sa Game Boy à un réseau mobile. En fait, vous aviez vous aviez l'adaptateur que vous branchez à votre Game Boy et que vous branchez à votre téléphone, et avec ça, il se connectait au réseau téléphonique, au réseau mobile en fait. Et donc, ça vous permettait de faire des requêtes. Et donc, il y avait aussi quelque chose, il y avait 3 versions. Il y a la version bleu, orange et rouge pour différents protocoles. Donc, bleu pour la PDC, orange pour la CDMA1 et puis rouge pour la DDI, la rouge et vert. Donc, voilà. Donc, ça servait à quoi? Donc, ça servait à faciliter la connectivité Internet et le multijoueur, passer et recevoir des appels. Et puis aussi, donc c'est la première fois que des jeux de gros noms comme Pokémon et Mario Kart disposaient d'une sorte de connexion en ligne, connectivité en ligne. Et donc, c'est une des très premières tentatives de connectivité en ligne par Nintendo. Donc, je vais aussi parler de l'intégration. Il y avait d'autres jeux qui étaient intégrés, genre quand vous achetiez l'adaptateur, vous aviez des jeux intégrés. Mais là, j'ai préféré juste dire il y avait Pokémon, parce que tout le monde connaît Pokémon, quoi. Et en fait, les choses qui étaient assez cool avec ça, c'est que on devait. Déjà, on pouvait se battre contre des amis sans devoir être dans la même pièce, sans devoir brancher un câble à 2 Game Boy. On pouvait faire sans fil. Il y avait aussi pour le trading, donc pour échanger les Pokémon. Et puis pour la version japonaise, en fait, ce mobile adapteur était seulement disponible au Japon et marchait seulement avec les téléphones japonais. En fait, pour la version Pokémon Crystal japonaise, en fait, il y avait une question de les NPC que vous affrontiez. C'était des vrais joueurs. Qui était dans je crois que c'était la Battle Tower. En fait, vous affrontiez des vrais joueurs et non pas juste des NPC mis par Nintendo dans le jeu, par Game Freak plutôt.
Et donc, ça marchait comment? Bah, il y a un petit diagramme, mais en gros, c'est vous connectiez votre téléphone à votre Game Boy et bah, il envoyait des requêtes au jeu ou bien à votre ami de l'autre côté du Japon. Voilà. Le problème, c'est que c'était un gros flop. Et bah, ça n'a jamais quitté le Japon parce que c'était un gros flop. Et puis, ça a seulement survécu, je crois que c'était jusqu'en 2002, mais je crois que c'est même pas 2 ans, je crois que ça a survécu. Et bah, comme j'ai dit avant, ça marchait seulement avec des jeux japonais au Japon. Voilà. Et donc maintenant, c'était plutôt le bulk de la présentation. Donc en fait, c'est la Rayon Team, ils restaurent ces fonctionnalités sur les émulateurs et même directement sur la Game Boy en fait. Voilà, donc ici, on a l'intégration avec les émulateurs. Donc en fait, vous pouvez avoir votre émulateur Game Boy plus votre émulateur Mobile Game Boy adapteur. Et donc c'est tout intégré, vous n'avez même pas besoin de physique en fait. Et puis donc c'est intégré à ces deux émulateurs plus le Raspberry Pi puis plus Arduino. Et donc là, comment ça marche? En fait, donc ce bloc bleu en fait, c'est un peu l'émulateur. En fait, ce qui est dans ce bloc-là, vous n'êtes même pas obligé d'avoir en fait. Il vous faut juste le PC avec l'émulateur Game Boy plus l'émulateur de l'adaptateur. Et donc en fait, bah, vous pouvez faire peer-to-peer en fait à votre ami. Et puis donc après, ça va envoyer aussi au jeu. Je crois que c'est tout. C'est ce qui se passe, c'est tout. C'est tout, ouais. Trop fort. Est-ce que lors de la presse, il en avait 2 et il a réussi à. Non? Non, il a pas montré pendant la presse. Ça aurait été stylé. Ouais. Il avait les adaptateurs avec lui, mais il n'a pas fait de démo. Hein. Il cherchait des potes. Kelly, faut pas. Ça sert à quoi de faire des éclats? Je crois qu'il cherchait surtout le HDMI out de la Game Boy, mais. J'ai une question. Ouais, des modes. Du coup, en fait, ce machin, il a été licencié par Nintendo. C'était officiel. Ouais, c'était un truc officiel de Nintendo en fait. Ouais. Ok. T'as une presse mode? Bah, en soi, j'ai pas vraiment fait de conférence qui m'intéressait. Enfin, ça m'intéressait, mais genre, c'était pas. Il y en a pas une qui m'a spécifiquement. Où j'ai eu un coup de cœur. Donc, je savais pas tellement sur laquelle faire. Après, Donc, bah, j'ai une présentation sur laquelle je peux parler, mais j'ai pas de slide, quoi. Bah, comme tu veux, c'est toi qui sais. Ouais. Donc, qui d'autre a une presse? Moi. Merci Maëva. Ah. Vidéo, je crois. Ah ouais, là, la vidéo. Ouais, elle finit, je pense qu'elle veut finir. Donc, Moi, j'ai fini si jamais. Ah, bah vas-y, tu vas alors. Non, vas-y, Maëva. Non, mais je pouvais je pensais la mettre à la fin. Comme ça, vous Ok. faites vos, Alors, je peux vos faire la mienne. présentations. Non. Ouais, vas-y, Java, du coup. All right. C'est quel projet? Alors, moi, parmi tous les différentes conférences que j'ai eues, malheureusement, seulement les samedis, parce que le dimanche, je n'ai pas pu vraiment. Un que j'ai aimé plus parce que j'ai pensé à mon futur que le reste, c'était une conférence dans la Ruby Dev Room qui s'intitulait Affront and the Journey Back to Race. Donc, en fait, c'est un développeur qui avait commencé à travailler avec Race, mais à un certain moment, avec la mode des applications super réactives, single page et tout ça, il était passé à des frameworks plutôt React, JavaScript.
Parce que justement, Rails, il n'offrait pas vraiment au début des choses très bien faites et ils ont changé plusieurs fois dans l'histoire comment ils géraient les stacks JavaScript. Et donc, c'était toujours un peu pénible. Et donc, en fait, il a switché sur les frameworks style React, mais il s'est rendu compte vite que en fait, c'est compliqué parce qu'on finit pour gérer des applications en même temps. Donc, les back-end et les front-end qui ont peut-être parfois des langages différents, même des frameworks différents, et c'est pas évident pour un petit groupe. Donc, ça va pour les grandes entreprises, mais pour les petits groupes ou pour les personnes qui travaillent tout seuls, c'est pas évident. Et donc, il dit qu'il faudrait un framework qui permet de faire les front-end et les back-end de façon transparente. Et donc, il a essayé Next, qui apparemment il peut faire les deux choses, mais vite, il s'est rendu compte que ça aurait été plus facile de faire certaines choses avec Rails. Et donc, voilà, il y avait un tableau de comparaison des choses qu'il y a dans Rails et qu'il n'y a pas dans Next. Surtout, ouais. Et donc, il a dit, je fais un seconde tentative avec Rails, donc un Rails plus moderne, donc maintenant c'est Rails 7. Et il a bien vu qu'il arrive pratiquement à émuler tout, à faire assez facilement toutes les choses qui finalement sont requises dans les modernes applications. Donc, le fait de pouvoir charger des bouts de page en asynchrone, le fait de pouvoir faire des formes qui pop-up, qui montrent qu'il y a un état d'avancement qui revient avec les données et qui met à jour la page. Et le fait même d'avoir des streams pour pouvoir mettre à jour des données sur des browsers différents qui regardent la même donnée. Et tout ça est natif sur Rails. La plupart est basé sur cette framework Stimulus, que c'est quand même du JavaScript, mais on ne le voit pratiquement pas. Et sur les Turbo Frames. Et donc, on arrive à faire avec un seul framework tout ce qu'on faisait avec React et un back-end n'importe quel. Donc, on n'a plus besoin d'avoir des API qu'on utilise seulement pour faire l'application. Il n'y a plus de galères avec les states locales qu'on a dans les systèmes avec JavaScript. Et comment ils sont mis à jour, et comment ils se parlent, comment ils sont validés, tout ça. On ne doit pas dupliquer la logique de validation et le faire sur le front-end et le refaire sur le back-end, donc implémenter deux fois la même chose. Oui. Et puis attendre des heures parce qu'il faut compiler toute la bibliothèque de 10 000 librairies JavaScript. Et voilà, et surtout, si on est un petit team, on n'a pas besoin de connaître deux frameworks pour faire une application. Voilà, et donc ça m'a donné un peu plus d'enthousiasme pour le développement parce que justement, je me voyais à devoir galérer pas mal avec les nouveaux frameworks. Donc, j'espère de pouvoir montrer qu'on peut faire ça directement avec un Rails. Moi, j'ai une question. Au niveau front-end, ils font comment? Ils font du JavaScript? Oui, c'est quand même du JavaScript en réalité, mais disons, c'est complètement géré par les frameworks. Donc, toi, donc, si tu veux la chose qui pourrait ressembler à ça, c'est Meteor où tu as les deux choses ensemble. Mais voilà, donc, mais c'est fait avec Rails, donc ça a tous les avantages de Rails. Donc, en fait, si, Turbo, c'est une librairie JavaScript qui s'occupe de faire la connexion asynchrone et les WebSockets pour faire toutes les mises à jour en temps réel. Mais toi, tout le programme, comme si c'était un bon parti, il y a des petits bouts où il faut prévoir, par exemple, quand tu veux mettre à jour, c'est un espèce de langage. Tu dois quand même programmer les mises à jour, mais c'est intégré avec les frameworks, donc c'est plus consistant, disons. Et en plus, théoriquement, ça change moins vite que le framework JavaScript. Mais tu dois quand même mélanger du code Ruby à du code HTML dans tes pages, alors, au niveau du développement.
Ça s'appelle ERB. Oui, il y a des bouts qui ressemblent à du JavaScript dans le sens que tu dis, mets à jour, genre le contenu est toujours de l'HTML. Donc, ce qui est envoyé à travers le système Turbo, tu n'envoies pas un JavaScript qui a le programme qui dit comment mettre à jour l'HTML. Tu envoies l'HTML et tu dis quel est l'ID de composante que tu veux mettre à jour avec l'HTML. Donc, tu prépares l'HTML au niveau des serveurs et puis tu envoies à travers ce canal Turbo qui va mettre à jour l'HTML, mais à la fin, tu envoies de l'HTML. Donc, ça ressemble à quand tu envoies l'HTML pour la page initiale. Donc, tu le construis de la même façon, avec des partials et des modules. Maintenant, il y a aussi les modules. Donc, oui. Cool, merci. Qui va? C'est un Shifumi au pire. Je crois que lui tenait à finir. Oh, c'est égal, mec. Mais il faut se fermer le ballon. C'est drôle, c'est éducatif. Tu vas La cerise. C'est la cerise, mec. Ah. Batterie. Bon. Tu n'as pas du Windows, toi? Non. Tu vas te faire tâcher, hein. Dominique, mais Je vais jamais prendre mon ordi ici. Hein. Je vais jamais venir avec mon ordi ici. Il y a trop de jugement. Ça, c'est sûr. Dominique, j'ai juste une question. Donc, Genode n'a rien à faire avec Courde. Déjà, PowerPoint, c'est un problème. T'as dit quoi, Java? Non, c'était une question pour Dominique. Si Genode, il avait complètement rien à faire avec Courde, Courde aussi, c'était en théorie microkernel. Comment tu écris pool? H-U-R-D. Il y avait un certain moment. Ah oui, non. kernel. Non, ça n'a rien à Herd, faire. c'est des gens qui ont peur et qui méprisent POSIX. OK. Alors, moi, je vais aussi vous parler de FOSDEM, d'un sujet plus précis, mais en commençant quand même par c'est quoi FOSDEM? C'est génial. Donc, c'est une conférence open source, donc on peut y venir gratuitement, pas de ticket, à l'Université libre de Bruxelles. 951 conférenciers en 2024 et 879 conférences. Les autres ont sorti 878. Moi, sur FOSDEM, je trouve 879. Donc, j'ai vérifié encore ce matin. Il y a plus de conférenciers que de conférences. C'est le chiffre que j'ai trouvé. Je trouve 879. Vous dire que je me personne qu'on fait. Avec une notif Telegram en bas à droite. J'en ai fait avec 3. En fait, il y a souvent des conférences où il y a 2 speakers pour la même conférence. Hein. Ouais, tout à fait, mais ça veut dire qu'il y en a rarement 2 qui en font une personne qui en fait 2 différentes. Hein. Ouais. C'est pas on s'en fout. Donc au sommaire, je vais vous parler de Fine. Donc c'était dans la Go Dev Room. J'ai jamais fait de Go. Je me suis pointé là-bas pour découvrir et j'étais agréablement surpris. Et pour les images du dessus, j'ai pas eu le temps de finir ma presse bien, donc c'est l'image que je On reconnaît. La solitude dans la dev room. Non, c'était rempli. Non, c'était bien rempli. Juste, ouais, mais elles sont sympas, les images, elles vont bien avec le thème. Ah, j'aime beaucoup, mec. Et on va parler de FishOS et FineDesk, qui sont en rapport avec Fine. Il faut d'abord parler de Fine. J'aimerais faire une démo, mais en gros, c'est une partie de la vidéo de la présentation. Je ne sais pas comment ça va passer, et une conclusion. Donc, c'est quoi Fine? Ça, c'est leur logo qui est hyper pixelisé parce que je l'ai agrandi de ouf. Mais il est sympa en plus. Mais il est bien. Donc, en gros, c'est un toolkit qui est écrit en Go et leur motto, c'est créer des applications facilement, déployables partout, les écrire en Go, mais avec le moins de code possible et surtout le code le plus simple possible. Comme j'ai dit, code facile. Et voilà. Ça, c'est un petit exemple de en gros à quoi ça ressemble. Donc, pour les non-devs, c'est plus compliqué. Là aussi, c'est pixelisé de ouf. Peut-être que je fasse mes presses moi-même au lieu de voler des images sur Internet.
Donc, il crée une application, il crée sa fenêtre avec le titre de la fenêtre qui s'appelle Hi Mom. Le label, donc un titre, un bouton, Say Hi. Donc, c'est très simple, c'est pas compliqué. C'est très simple, c'est pas compliqué, ouais. Bref. Donc, FindDesk, FishOS, j'ai pas changé l'image. Bon. FindDesk et FishOS, qu'est-ce que c'est? FishOS, c'est basé sur Linux, plus précisément Debian. Et donc, le but, c'est que tout fonctionne avec Find. Donc, c'est-à-dire que toutes les applications de FishOS de base sont créées avec Find. On va voir pourquoi c'est intéressant juste après. J'ai relaissé code facile, ma presse, elle est horrible, hein, si jamais. FindDesk, c'est ce qu'utilise. Donc, c'est un desktop environment et c'est ce qu'utilise FishOS. Donc, c'est en gros l'environnement du bureau de FishOS et qui est utilisable par d'autres OS si possible. Et c'est customisable. C'est ça qui est très intéressant. C'est le point que j'aimerais aborder. Et on peut partager son bureau avec les autres. Si moi, je customise mon bureau d'une certaine façon, je peux le partager avec les autres si c'est cool et les autres peuvent faire leur propre bureau. Ça, c'est une image d'à quoi ça ressemble. Donc là, on voit, c'est le Find Terminal. Ils ont leur propre application de chess, etc. Find Applications pour gérer leurs applications, etc. En gros, à quoi ça ressemble l'OS. Et ma démo, si je la trouve. Je l'ai trouvée. Donc en gros, ça c'est vraiment. There should be a danger button. Let's really indicate that there's a problem likely to happen if you press this. En gros, ce qu'il va faire, and you might be one of these people c'est il va montrer comment il peut éditer sa calculatrice sans code. Et donc littéralement créer la calculatrice qu'il veut, comme il le veut. We also could look at the layout of our application, expanding down here on the containers. If I tap this chap here, this is a two-item grid. I think it's this container here. I could do something a little bit bizarre and make those rows. Wow. That did make sense from a mathematical point because this is an evenly spaced grid and I just asked it to do something a little bit daft. But actually the columns were just fine. So we can go back and there. This application, obviously, it's just a quick editing in line. I want my app. I want to test it. I want to run this piece of software. So I'll test run. I'll press run. It's going to go and, okay, I forgot to save the file. Yeah. Sorry, I should have asked if anybody realized what I'd done wrong there and offered a prize, but it's happened to me once before and it will happen to me again, I'm sure. So there you go. It has compiled the application and built it natively onto our system. That is a live native application compiled for the current system. Voilà, but it is just a binary. Ça, Where it's a... Donc sans code ni rien, il a changé le bouton en haut à gauche qui de base était un C orange, il l'a remplacé en AC rouge en 2 minutes et il l'a recompilé et ça refonctionne sur son ordi et ce sera comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Hop, je retourne à ma presse. Yes. Donc, non, attends, c'est pas ça, c'est, non, là, conclusion, FOSDEM c'était bien, c'est fatigant mais c'est bien, on passe un bon week-end. Find c'est cool, mais comme il l'a dit lui-même durant la presse, c'est nouveau, donc pour l'instant c'est pas complet, il manque plein de choses et il y a plein de choses à venir. Est-ce qu'on doit avoir peur face à ce genre de choses? Pas tout de suite, peut-être pas pour l'instant en tout cas, mais c'est sûr que quand on dit qu'on peut créer des applications sans code ou modifier tout son desktop comme on le veut et le partager aux autres, ça fait un peu peur. Mais pour l'instant, en tout cas pas avec Find et pas à l'état où c'en est maintenant, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a permis de découvrir un peu Go et surtout des projets avec Go. Bien, FOSDEM, c'était cool. Merci. Bravo. Ce qui est très intéressant de constater, c'est que dans les années 90, Steve Jobs avait quitté Apple, il avait fondé la boîte Next, le fameux NextCube, et il avait fait tout un OS qui se programmait en PostScript. Et il modifiait tous les paramètres comme ça, il pouvait changer les couleurs, changer les trucs. Et ça, c'était dans les années 90. Et puis maintenant, on revient, mais on ne fait pas du PostScript, on fait du Go. On revient au même principe. On peut définir avec des attributs les objets sur son application. PostScript, c'est la première plateforme de code mobile.
Oui. Mais ça datait des années 90. C'était avant le web. Et du coup, ça marche sous Windows et tous les OS. Du coup, ça marche comment? Un container. Ok, alors, tout d'abord, petite mise en contexte, il faut savoir que ça ne s'est pas passé comme prévu lors de ma présentation. C'est-à-dire que le PowerPoint que vous allez voir, il a été fait environ 15 minutes parce que... En même temps qu'il mange. En même temps que je mangeais mon savoureux riz et mon délicieux steak, parce qu'en fin de matinée, j'avais un cours et ensuite j'ai dû faire des devoirs pour ce même cours. Donc c'était complexe. Mais j'ai sorti un petit truc, je me suis dit autant venir avec quelque chose que ne fait rien, quoi. Donc voilà, ma présentation elle est un peu frauduleuse, mais je pense que vous allez passer un excellent moment. Là, voilà, quoi. Attends, on est bizarre. C'était que 800 francs les câbles aussi. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Alors. Du coup, je vais vous faire une petite présentation sur FOSDEM avec le petit logo dans le coin. Je vais vous raconter une petite histoire. Alors, ça se passe en Belgique. Donc, Belgique, petit pays d'Europe, avec le fabuleux drapeau, et ils aiment beaucoup les frites. Donc, j'ai mis une petite photo de frites. Et ça se passe Toujours. ici, petite carte de l'Europe avec Belgique d'une autre couleur, comme ça on le voit bien. Paf. Ah merde. Ça, c'était pas prévu. C'est Belgiception. Comme ça, on a bien retenu la Belgique. C'est que c'est des nuggets. Non, c'est des petites explosions. Et ça se passe dans la fabuleuse capitale qui est Bruxelles. La Belgique, ça a environ 12 millions d'habitants. Ceux qui ça intéresse. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on trouve à Bruxelles? On trouve la Grande Place, qui est absolument magnifique. Je vous conseille vraiment d'y aller, surtout de nuit. Le Manneken-Pis, qui est une petite statue absolument magnifique. C'est choquant à voir la première fois. Tu te dis, ils ont quand même du job, quoi. Avec l'Atomium, qui est une petite exposition, enfin, c'est un bâtiment qui est maintenant est un musée, qui est super cool aussi. Et beaucoup de frites, comme au début. Mais il y en a toujours des frites là-bas. Paf. Et il y a également un maximum d'alcool. En tout cas, on le remarque dès qu'on arrive à Bruxelles. Franchement, c'est impossible de se rater. Donc, il y a toujours un maximum d'alcool, un maximum d'alcool et un maximum d'alcool. Et puis, ça passe pas. Ah, puis il y a des petites explosions aussi parce que, bon, il faut avoir un PowerPoint sympa quand même. Ah, double explosion. On est allé là-bas en train, comme c'est écrit ici, avec le TGV Lyria qu'on voit passer en bus. C'est exactement. Je peux vous remettre si vous voulez. Donc voilà, on a pris le train, on est arrivé à la merveilleuse gare qui est Paris-Nord. Donc, je vous conseille, les vacances de Paris-Nord, c'est quand même génial. Hein. Voilà. Et puis après, il faut quand même dire, FOSDEM, c'est quoi? Eh bien, FOSDEM, c'est voilà. Donc c'est à l'ULB, Université Libre de Bruxelles, et bon, je ne vais pas tout résumer parce que vous savez très bien, mais c'est une conférence d'informatique. Un peu plus. Et tout le monde ici a fait des super présentations, pas comme la mienne, donc franchement, c'était sympa. J'ai mis aussi une petite photo de toutes celle que tu as suivie. Et puis voilà, sinon c'est la fin. Merci de m'avoir écouté. C'était un plaisir. Elle fait de l'animation plus explosion. J'ai une question. Est-ce que tu as vu le pendant féminin de la statue qui pisse? Pardon? Il y a le Manneken-Pis et là, il y a la Janneken-Pis. T'as pas été voir ça? Tu Tu vas retourner l'année prochaine pour voir ça. Ah ouais, alors non, ça c'est un grand scandale par rapport à... Ah ouais? Ah ouais. Et puis surtout qu'elle est cachée dans une ruelle
très, très, très importante et alcoolisée. Ils y sont allés. Plus, c'est pas comme le Medium Peace au final. Non, mais là c'est pire. Je tiens quand même à dire que j'ai fait 19 slides en 15 minutes, ce qui fait environ une slide en 50 secondes. T'as pas mis des gaufres? Vous avez une super présentation sur Ah, la vous, Belgique. j'ai mis des gaufres en Belgique. À vous, j'ai pas mis du gaufre. Qu'est-ce que tu dis, Manika? J'ai dit, tu nous as fait une magnifique présentation sur la Belgique et pas du tout sur Fosdam, quoi. Ah, bah, je l'ai représenté un petit peu quand même. Ah, On en parle, si. si, Ouais. j'ai mis une petite. En fait, du coup, on aurait dû la mettre en premier, ça faisait une mise en situation. Hein. Tu aurais dû passer en premier, pas en dernier. Hein. Mais j'avais mis une petite photo. Moi, j'ai envie de Après, les retourner en animations Belgique. PowerPoint, là. C'est assez. Hein. Voilà. Ça tue, hein. C'était là, c'est heureusement qu'il y a des belles animations sur PowerPoint. Elles m'ont sauvé. Un ordi aussi cher pour ça. Ah bah ça rend bien cette Ça se fait pas tout seul, ça. C'est une intégration native avec OneDrive. Franchement, je conseille. Du mec. C'est technique. Du coup, il reste Illustration de l'ambiance qu'on a. Maëva. Je comprends pas très bien, Manika. J'ai dit, je pense que c'est une très belle illustration de l'ambiance qu'on a en ENAC. Ouais. On n'a pas les explosions. Non, pas encore, en tout cas. Ah, c'était instructif. Si ça bug trop, parce que je sais pas si avec avec ma connexion ça va bien jouer. Bon, si sur YouTube, autrement, tu nous envoies le lien. Si tu l'as mis sur YouTube, tu nous envoies le lien par Telegram, on le joue ici. Ouais, ça serait mieux, je pense, parce que ouais. Je peux l'envoyer à qui? Donc, tu fais partager en bas, là. Je peux... En bas à gauche de ton écran, là. Ouais. Oui, je l'ai copié, je l'ai copié le lien, mais je peux le donner à qui? Et vous? Tu peux me le donner à moi. Voilà, tu l'envoies à Nicolas et puis Ça fait pas de photo de moi. Ah, c'est pas la cybersec avec. Il n'a pas dormi. Mais je vais mettre Tu as mis les photos à la fin et tu les as pas montrées. Il allait tellement vite. Je les ai montrés. Ah, c'était fait exprès. Il a pas fait exprès. Maëva, pendant ce temps, tu peux nous parler de ton off. La meilleure, c'est Nicolas. De mon quoi? Comment making of, comment tu as fabriqué ta vidéo, qu'est-ce que ça t'a pris, qu'est-ce que ça fait comme matériel? C'est tellement le chat. On avait un drone et une caméra. On n'a pas utilisé le drone parce qu'il pleuvait tout le long, du coup c'était trop risqué. Et puis on a pris aussi un micro qu'on avait en BP. Et puis on a essayé on a fait moins gros que l'année passée comme vidéo parce que je sais pas, il y avait je sais pas. Enfin, on voulait interviewer les autres apprentis des autres facultés, mais on arrivait. Enfin, c'était trop compliqué à s'organiser, mais du coup, on a quand même fait. Vous allez voir la vidéo, on a quand même interviewé un peu nos apprentis et parlé un peu de la conf et filmé un peu à l'intérieur. Mais c'est vrai que... Est-ce que tu peux mettre le lien aussi sur Zoom ou Sur le Zoom, Telegram? ouais, je fais. Comme ça, je peux le voir aussi, sinon en remote, ça marche pas. Ou sur le groupe, le groupe c'est sur Telegram. Je vais envoyer toutes les prêts. Alors, c'est parti. Il y a du son là. Ils sont t'as pas compilé le firmware. Vas-y. Est-ce qu'il y a des images compromettantes? Il n'y a pas de son. Je crois. On a dit. Ah ouais. J'ai dit oui. Ah ben les bidous. Juste le son à fond là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a c'est ça. Alors. On n'a pas le son, nous.
Ça va? Ben voilà. On a fait le tour? Pas de regret? Des regrets. Ça veut dire presse, pour pas avoir fait de presse. Ouais. Oui, j'avoue. Ouais, j'avoue que j'aurais pu. Il y a des comptes, c'est compliqué d'en faire des phrases aussi. Donc, je vais récolter les PDF, les slides, je vais former à tout le monde. Yes. Si tu veux l'enregistrer pour les animations, tu peux. Les vidéos. Puis, ben, on a bien tenu le planning. On dit. Du coup, si Je c'est dois terminé, moi, je ajouter. peux vous laisser. Il n'y a plus de présentation? Il n'y a plus de présentation. Pascal? Alors, merci. Ouais. Toujours pas. Alors, bon week-end. Bon week-end tout le monde. Ciao. Ouais, merci, bon week-end. Bon week-end, merci bien. Bon week-end.